Aujourd'hui, je vous présente Dorian d'Air Découverte. Salut Dorian. Salut Mika. Merci de nous recevoir. Alors dis-moi, présente-toi à nos viewers et dis-nous ce que tu proposes et avec quoi. Alors, moi du coup c'est Dorian, j'ai 27 ans et donc, j'ai une petite société qui s'appelle Air Découverte et je fais des baptêmes de l'air en ULM multi-axe avec cette machine qui est le Guépy. Voilà, donc sur mon parcours, j'ai fait mon premier vol en avion, j'avais 12 ans. Oui, parce qu'au même moment, je faisais aussi mon PPL. On a été en instruction ensemble, ouais, on a été élèves ensemble. Et donc j'ai été lâché le jour de mes 15 ans, le jour de mon anniversaire. J'ai eu quelques semaines après, j'ai obtenu le brevet de base avion. Ouais. Et j'ai volé un petit peu en avion avec mon brevet de base. J'ai fait une pause, étant donné que voilà, c'est mes parents qui assumaient le prix des heures de vol qui n'était pas donné, quoi. L'argent, le nerf de la guerre. Exactement, voilà. Donc j'ai arrêté l'avion malheureusement et je me suis mis assez rapidement à l'ULM multi-axe. Et tu l'as fait où ça? Donc j'ai passé mon brevet multi-axe à Saint-Giron, à l'aéroclub de l'Ariège. Ouais. Voilà. Et tu as fait ton instruction ULM sur quel type de machine? Alors, j'ai volé essentiellement sur du Ninja. Voilà. Ouais. Ensuite, j'ai volé sur Icarus C42B. D'accord. Voilà. Et du coup, après, tu as acheté ta machine, si j'ai bien compris. C'est ça, assez rapidement. rapidement. Pas celle-là, ça n'était une autre. Voilà. J'ai acheté une première machine assez rapidement, en 2017. J'ai acheté un Icarus C22, donc c'est une machine aile haute très simple. Il était monté avec un Rotax 912 de 80 chevaux. Ouais, on les trouve partout les Rotax. Voilà, exactement. Cette machine, je ne l'ai pas gardée longtemps, je l'ai gardée à peine 6 mois, mais en 6 mois, j'ai fait 150 heures de vol dessus. Ah oui, quand même. Voilà. Mais pourquoi tu ne l'as pas gardée? Elle ne te convenait pas ou alors, moi, mon truc, c'était de me faire la main en ULM. Donc, c'était une machine parfaite pour se faire la main, faire tous les terrains courts, etc. Ouais. Mais qui trouvait très rapidement ses limites en voyage, quoi. D'accord. C'est une machine qui croisait à 120, 130 km/h péniblement. Ouais. Donc pour voyager, c'était pas du tout le top. Et donc je l'ai gardé 6 mois, et je l'ai revendu. Et j'ai par la suite acheté une machine assez atypique. C'était un potier P130 UL, donc la version ULM du potier P130. J'en vois passer sur Le Bon Coin. Il y en a quelques-uns, ça court pas les rues, c'est assez rare comme machine. Donc celui-ci, il était équipé avec un moteur Jabiru de 80 chevaux. Ouais. Et c'est une machine qui croisait à 170 km/h. Ouais, donc déjà, c'était un peu plus sympa pour les voyages. Voilà, exactement. C'est une machine sur laquelle j'ai pas mal volé, j'ai pas mal voyagé. Je suis allé un petit peu partout, j'ai été jusqu'à Cognac avec. Voilà, j'ai fait pas mal de navigation. Tu l'as gardé un peu plus longtemps que 6 mois, je l'ai gardé à peu près 2 ans. 2 ans, c'est une machine que j'ai gardée à peu près 2 ans. Et tu as fait combien d'heures à peu près dessus? J'ai fait 600, un peu plus de 600 heures dessus. Ah oui. En 2 ans, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tu volais tous les jours quasiment. Je volais très souvent, voilà. Et le fait aussi que j'ai fait autant d'heures vient du fait que j'ai commencé, donc je me suis mis à mon compte pour faire des baptêmes de l'air. Ouais. C'était en 2022, en avril 2022. Donc ça a pas mal gonflé le nombre d'heures de vol fait sur la machine. Quoi. Oui, effectivement. Voilà. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, tu es au courant au niveau réglementaire de ce qui se passe actuellement à la DGAC avec la FF Plume sur le fait, pour ceux qui feraient des baptêmes de l'air, d'appeler ça l'ULM Pro. Alors, j'ai pas tout suivi, mais d'après ce que j'ai compris, ça fait assez polémique sur les réseaux. De par la position des 600 kg pour le VL3 turbine et l'appellation Pro pour tout ce qui était baptême de l'air. Est-ce que tu as plus d'infos là-dessus de toute façon, il n'y a pas eu de communiqué officiel concernant les baptêmes de l'air, les vols rémunérés en ULM. Ouais. Pour le moment, on a des bruits. Est-ce que c'est un truc qui peut être intéressant? Est-ce que c'est s'approcher de la réglementation générale de l'aviation civile et au final s'imposer encore plus de choses, même si ça peut avoir un attrait sécuritaire plus intéressant pour certains, puisque malheureusement il y a aussi
on voit de tout, hein. C'est humain, dans n'importe quel domaine. Donc toi, dans ton approche et puis le temps que tu fais ça, quel est ton avis là-dessus? Moi, franchement, je suis assez d'accord pour qu'une réglementation sur les vols rémunérés en ULM multi-axe, enfin en ULM en général, soit adoptée. Et toi, c'est par rapport à quoi? Ça serait plus par rapport à la sécurité de la machine, c'est-à-dire un cadre réglementaire sur tout ce qui est suivi mécanique de la machine, etc. Ou est-ce que c'est plus sur le cadre médical? Sur quelle approche Je pense qu'il faut voir les choses globalement. Voilà. Il va falloir bien sûr ne pas dépasser certaines limites, tant au niveau mécanique, voilà, les entretiens, etc. Que ça ne devienne pas trop contraignant non plus. Que ça ne devienne pas trop contraignant, exactement. L'ULM reste même quelque chose, une approche d'une certaine liberté, hein, avec une certaine conscience de ce que l'on fait par rapport au suivi de la machine, etc. Donc c'est pas faire n'importe quoi, mais comme je dis toujours, laisser les gens être maîtres de leur destin, entre guillemets, tout en respectant logiquement un certain chemin emprunté, ne serait-ce que pour la mécanique de la machine, parce que la voiture c'est pareil, il faut faire la vidange, il faut changer les filtres, et si on ne le fait pas, la voiture elle s'arrête. Sur un ULM, quand le moteur s'arrête, c'est un peu plus embêtant. On ne se gare pas sur le bord de la route, voilà, c'est exactement ça. Donc toi tu serais pour ce changement réglementaire sous certaines limites? Voilà, sous certaines limites, qu'on n'aille pas non plus vers la réglementation du certifié, quoi, de l'aviation certifiée. Il y a des gens qui... c'est toujours pareil, dans tous les domaines, on retrouve des gens qui respectent les réglementations qui sont imposées et on retrouve aussi des gens qui ne respectent pas forcément tout ça, et c'est aussi le cas malheureusement dans le monde du ULM. L'ULM, c'est... en gros, c'est la philosophie ULM, c'est on vous responsabilise. Voilà. Alors après, moi, sur les différents forums, réseaux sociaux que je peux suivre dans l'ULM, ce qui m'a beaucoup frappé quand je suis rentré dedans, c'est il y a deux philosophies. Il y a la philosophie, je dirais, d'origine, qui est liberté, liberté, ce que je comprends tout à fait, et la philosophie de personnes qui souhaitent ne pas être contraints par l'aviation générale sur tout ce qui est visite médicale, tout ce qui est, mais par contre pouvoir avoir accès à des machines plus performantes qui permettent de faire du voyage, qui permettent de faire des choses un peu plus intéressantes sur le long terme. Moi je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Je voyais aussi les gens qui s'offusquaient de voir une turbine sur un VL3. Moi personnellement ça ne me choque pas, et puis je pense que la DGAC sera assez intelligente pour faire la part des choses entre le moins de 525 kg et le jusqu'à 600 kg. Après tout, s'il y a des gens qui veulent avoir un côté intermédiaire pour se faire plaisir parce qu'ils en ont les moyens, je ne vois pas où est le problème. Absolument. Chacun est libre, justement, c'est ça aussi la liberté. C'est la liberté. Tout en respectant évidemment ceux qui veulent être libres. Alors je vois aussi pas mal de personnes qui me disaient oui mais avant on faisait ce qu'on voulait, on n'était pas contraint par la radio, on n'était pas contraint par tout ce qui était de transpondeur, etc. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi se remettre en question. Il faut vivre avec son époque. Voilà, on est nombreux, l'aviation s'est démocratisée, et puis à un moment donné, il faut se signaler, il faut savoir parler à la radio par des contraintes de sécurité et non pas seulement se laisser porter dans l'air. Exactement. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à acquérir et une bonne intelligence à avoir à ce niveau-là. Mais revenons un peu à nos moutons. Donc là, par la suite, après ton deuxième appareil, tu as acquis le Guépy. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est pas du tout la même machine. Ce n'est pas du tout la même machine. Alors, le pourquoi du comment j'en suis arrivé à faire l'acquisition de cette machine, c'est parce que le Potier P130 UL, donc la machine que j'avais avant celui-ci, il n'était pas très bien adapté pour faire des baptêmes de l'air. Pour la pénétration de la structure. Exactement. L'accessibilité à bord était assez compliquée. Et puis c'était une machine qui demandait un certain doigté au niveau pilotage quand même. C'était une machine très classique. Voilà, il fallait être là pour la machine, il fallait vraiment le piloter. Et donc forcément on est beaucoup plus concentré sur la partie pilotage que sur la partie humain, quoi. Lorsqu'on fait voler des passagers, il faut être présent pour le passager. Le partage, oui, tout à fait. Tout en étant en premier lieu présent pour piloter la machine, évidemment. C'est pas changer de philosophie, au contraire. Mais il faut avoir quand même un petit peu de temps à donner à son passager. Et donc la machine était plus adaptée pour ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai fait le choix de m'en séparer et j'ai trouvé donc ce Guépy qui est motorisé également avec un Jabiru, donc le même moteur que j'avais sur le Potier. 80 chevaux, c'est ça? 80 chevaux, donc c'est une machine qui est parfaitement adaptée pour ce genre d'activité, pour faire du baptême de l'air,
Et pour voyager un petit peu, parce que bon, la vitesse de croisière, ça tourne à 150 km/h sans problème, on peut aller un peu plus vite même. Donc un peu moins rapide que le Potier, mais bon, qui te permet d'avoir une modularité plus intéressante. Plus polyvalent. Voilà. Le Potier, c'est une aile basse, hein, c'est ça? C'est une aile intermédiaire, on va dire. Ouais. Voilà. C'était une configuration assez particulière, le Potier. D'accord. Moins spacieux aussi en cabine. Ouais. Là, il y a de la place. Ouais. On a une vision quand même très panoramique. Ouais. Donc ça, c'est vrai que sur les Guépis de Aéroservice, on a quand même toute la lignée des machines Aéroservice, que ce soit Guépi, Guépard, Super Guépard, voilà, ce sont des machines fabuleuses en termes d'accessibilité à bord, de place à bord et puis de vision globale sur l'extérieur. Et de maniabilité. Et de maniabilité, évidemment. Moi, je vole sur Super Guépard à Sabonnaire, comme vous le savez, donc forcément... il y a une certaine complaisance. Moi, je pense que le Super Guépard, je pourrais le comparer au DR400 dans les clubs quand on apprend à piloter au niveau PPL. C'est-à-dire que c'est une machine qui pardonne énormément de choses, qui est relativement sécurisante. Donc je pense que le Guépi, ça doit être plus ou moins pareil, puisque c'est la même... c'est la même conception. Voilà, donc voilà. La différence, c'est qu'il est un peu plus court, je crois. Il n'y a pas de volet. Il n'y a pas de volet. Sur celui-ci, il n'y a pas de volet. C'est une aile rectangulaire. Il y a deux types d'ailes. Oui. Il y a les ailes trapézoïdales et les ailes rectangulaires. Donc mon modèle-là, il a une aile rectangulaire. Il n'a pas de volet. Ce qui permet d'avoir une vitesse de pointe moins importante, mais une vitesse de planer moins importante. Disons que ça... Je dis pas de bêtises parce que je sais pas non plus tous les... Disons que ça se vaut. Voilà, ça se vaut. Parce que moi, sur le constructeur, c'est ce que j'avais compris, ils avaient changé l'aile parce que certains utilisateurs se plaignaient en fait qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à atterrir parce qu'ils planaient tellement que c'était très compliqué. Il y a un petit peu de ça. C'est une machine qui fait quand même 12 points de finesse. Donc ça plane très très bien. Le fait qu'il n'y ait pas de volet, il faut anticiper quand même pas mal lors de l'approche. Voilà, il faut casser sa vitesse relativement tôt. Ouais. Voilà. Et tu l'as trouvé où donc celui-ci? Alors celui-ci, il vient d'où? Raconte-nous. Il était basé à Sedan lorsque je l'ai acheté. Ouais. Sedan, donc dans les Ardennes, près de la frontière belge, du côté de Charleville-Mézières. D'accord. Voilà. Et donc tu l'as ramené par les airs? Tout à fait. Tout à fait, tant qu'à faire, ça vole, donc on ramène par les airs. Oui, tant qu'à faire. Voilà. Donc c'était en novembre 2022. La météo, la fin de l'automne, donc la météo n'était pas forcément idéale. Ouais, j'ai vu quelques vidéos que tu avais faites en vol, c'était pas pour de l'ULM, VFR, c'était assez compliqué par moment, mais bon, ça s'est passé, voilà, il fallait avoir le temps, ça tombait bien, j'avais le temps, j'avais pas d'impératif horaire. Oui, voilà, tu arrives quand tu arrives, exactement. Tu prends le temps de faire ton vol sans rentrer dans des situations compliquées et ça te permet de... Exactement, voilà, exactement, donc après, tu n'étais pas un novice non plus. J'étais pas un novice non plus. C'était quand même la première fois que je traversais la France en vol. Auparavant, voilà, la plus longue navigation que j'avais fait, c'était pour aller jusqu'à Cognac. Ouais. Donc là, on est sur le double de distance. Ouais. J'ai mis 3 jours à le ramener, du coup, à cause des conditions météo. Ouais. Voilà, j'ai fait la première partie de vol, je l'ai fait donc le samedi après-midi. J'ai décollé à 16h de Sedan. Ah oui, tu as décollé tard. Ouais, j'ai décollé relativement tard, donc la nuit aéronautique approchant, tout ça, voilà. J'avais prévu un premier tronçon jusqu'à Reims, donc je me suis posé à l'aérodrome de Reims-Prunet. J'ai dormi à l'hôtel sur l'aérodrome de Reims-Prunet, un hôtel-restaurant qui est tenu par un grand passionné aéronautique, qui est pilote, il est pilote avion, il est pilote ULM multi-axe et il est également pilote d'hélicoptère. C'est la totale. C'est la totale. Et en plus de ça, il est propriétaire d'une Alouette 2. Ah oui, voilà. C'est quelque chose. Tiens d'ailleurs, pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc un grand passionné, superbe accueil, voilà, tout s'est super bien passé. J'avais prévu un décollage de Reims le lendemain matin le plus tôt possible. Malheureusement, les conditions météo dans le nord-est de la France, c'est en hiver, en automne, c'est compliqué, il y a beaucoup de brouillard. Ouais. Et il s'est trouvé que ce jour-là, le brouillard s'est levé qu'à 13h l'après-midi. Ah oui, donc oui. Donc le décollage a été retardé. Du coup, j'avais plus le temps de rentrer jusqu'ici, le Fousseret au sud de Toulouse, dans la journée. Donc j'ai décidé de faire une deuxième escale. Je me suis posé à La Palisse, donc c'est dans l'Allier.
Ouais. C'est au sud, on va dire que c'est au sud de Saint-Yan. Voilà. Aérodrome ou aéroport? C'est un aérodrome. C'est un aérodrome, tout à fait. Donc je me suis posé à la palisse, j'ai dormi, je me suis fait héberger à la palisse, et puis le lendemain, donc, j'ai pu faire la palisse, le Fousseret. Toujours pareil, avec des conditions météo pas faciles, beaucoup de vent, il y avait beaucoup de tramontane, voilà, ça soufflait fort sur le massif central, donc c'était très turbulent. Ouais. Un peu avant Montauban, ça a été la pluie, voilà, ça a été la totale. La totale, ouais, voilà, ça a été vraiment la totale. Ça n'a pas été une navigation facile, mais voilà, on est arrivé à bon port, tout s'est très bien passé et c'était une superbe expérience. Oui, je veux bien le croire. Ouais. Et pour ceux qui voudraient essayer de naviguer, de traverser la France comme ça, il faut foncer. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui s'y risquent, enfin qui le font tout simplement, ouais. On le voit sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a très peu de monde en fait qui utilise un ULM pour voyager au sens large sur des jours. Non, lui même pas, le Standard 400 où il a fait le Tour de France. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de monde. Je crois qu'il y en a un qui a fait le Tour de France en ULM aussi. Mais très peu s'y risquent. Alors je ne sais pas si c'est force d'expérience, parce que l'ULM c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement cher comparé à l'aviation générale en termes d'heures de vol, etc. Beaucoup ont des machines d'ailleurs, donc je pensais que le Tour de France en ULM qui se fait régulièrement susciterait des vocations de ce type, mais je m'aperçois que c'est beaucoup de jeunes en fait qui font le Tour de France dans un axe d'apprentissage, mais que comme disait une personne que je connais bien de la Lufthansa, lui son trip c'est d'avoir en fait une machine, que ce soit avion ou ULM, et de faire comme les Américains, c'est-à-dire suivre les cours d'eau, là-bas c'est le Colorado, et puis faire une demi-journée de vol, je pose, je plante ma tente, je fais un barbecue, un bivouac, je redécolle, et on fait ça pendant 5, 6, 7 jours. C'est ça. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... Après on ne peut pas comparer les plaines américaines aux plaines françaises, c'est vrai que là au niveau réglementation on est quand même beaucoup plus... c'est un peu plus restrictif. Un peu plus restrictif, enfin disons qu'on est un peu plus contrôlé, on va dire, c'est vrai, faut pas se le cacher. Mais bon. Et donc du coup, une fois que tu as ramené la bête, donc c'est avec cette machine-là que tu proposes tes baptêmes de l'air. Absolument, c'est bien ça. Rappelle-moi, ça fait depuis combien de temps que tu fais des baptêmes de l'air? Donc depuis avril 2022. D'accord, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, c'est ça. Donc, ça se passe bien? Ça se passe super bien. Les gens sont contents? Les gens sont très contents. Ça se passe, tous les vols se passent à merveille. Pas mal de gens ont un petit peu d'appréhension étant donné qu'ils n'ont jamais volé dans des petits aéronefs. Est-ce qu'ils ne font pas la part des choses entre l'avion, enfin du moins les avions de club et les ULM, parce que finalement c'est beaucoup plus petit et ça peut avoir un aspect un peu plus fragile peut-être au premier abord? Écoute, sur du multi-axe, des machines de ce type-là, les gens ils font pas tellement de différence. Ils font pas de différence. Voilà. C'est même moi qui vais leur expliquer la différence réglementaire et physique entre un avion et un ULM. Voilà. Et au niveau de tes compétences, il me semble que tu avais fait des sessions aussi, tu m'avais parlé de banderole. Absolument. Alors, la vocation de ma petite société, en fait, c'est de faire du baptême de l'air, du vol découverte pour les gens. L'autre vocation, c'est de proposer de la prestation de pilotage pour des sociétés qui sont dans le besoin. D'accord. Donc, dans cette voie-là, dans cette optique-là, j'ai volé pour une société qui faisait qui s'appelle Air Midi Passion, qui est sur la base, qui est maintenant qui a été vendu, qui a été racheté, mais c'était sur la base ULM de Sauvian. Ouais. Et donc c'était la plus grosse société de publicité aérienne en France. D'accord. Voilà. C'est ceux qui trimballent les banderoles sur la plage. Sur les plages, voilà, exactement, sur les plages l'été. Donc toutes les plages, que ce soit les plages méditerranéennes, que ce soit sur la Côte d'Azur, mais également sur l'Atlantique, tout à fait. Donc, qui souffle un peu plus d'ailleurs en termes de météo. Tout à fait. Sur la Méditerranée, ça souffle. Ça peut être pas mal aussi. Ça souffle, les entrées maritimes. Exactement, les entrées maritimes quand il y a du vent d'autant. La tramontane, on n'en parle pas. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait 2 mois de saison en remorquage de banderole. Ouais. Une expérience super enrichissante, point de vue technique, pilotage, un tout point de vue quoi. Et puis une aventure humaine aussi également quoi. Ouais.
Voilà, c'est moi, mon secteur attitré, c'était plutôt entre Palavas-les-Flots et jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc, donc je volais régulièrement dans la CTR de Montpellier. Ouais. Donc j'étais en contact permanent avec Montpellier, etc. C'était pas mal du tout. Et puis ce qui est vachement sympa, c'est quand on est en attente là, un petit peu avant de croiser les axes, parce qu'il y a un Airbus ou un Boeing qui est en courte, quoi. Et qu'on ne peut pas se permettre de lui couper la route, quoi. Donc on fait des 360 autour de la mer, on voit le Boeing ou l'Airbus qui approche et qui passe vraiment pas loin, quoi. J'avais eu une expérience comme ça, je crois que c'était Boeing. J'étais avec mon DR400 pour atterrir et en fait j'avais l'axe gauche, il y avait l'axe droite et il est venu à mes côtés, façon de parler, parce que pour atterrir quasi simultanément à quelques secondes de différence. Et c'était assez marrant parce qu'au niveau de la tour, on me disait il faut que tu atterrisses plus vite que lui. Tout à fait. À cause des comment on appelle ça, un truc de sillage, les turbulences de sillage, pour éviter que ça me perturbe dans le. Ça stressait un petit peu. C'était une femme, la contrôleuse. La contrôleuse, et je me souviens qu'elle avait stressé un peu parce que évidemment un Boeing va arriver beaucoup plus vite que moi. Forcément. Donc j'avais beau essayer de m'appliquer, bon c'était pas, mais au final tout s'est très bien passé. Ouais. Et c'est vrai que c'est des expériences comme ça qui sont assez enrichissantes. En plus moi c'était vraiment à mon tout début de mon PPL, donc c'est pas des expériences que j'avais eues avec mon instructeur. Donc c'est là il faut savoir gérer le stress et faire les choses correctement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'après en ULM, l'avantage c'est qu'on peut être amené à faire des choses intéressantes, comme l'une de mes vidéos que vous avez pu voir sur la 400M, où j'ai décollé de Sabonnaire, j'ai viré à 90 au sud, et je me suis retrouvé, normalement, il n'y a pas de souci, à côté de la zone de Fonsorbe. Et là, lui, en fait, la 400M arrivait en face de moi, il a viré à 90, mais lui à gauche, et on s'est retrouvés l'un à côté de l'autre, à quelques kilomètres, hein, on n'était pas l'un à côté de l'autre, pendant quelques secondes, c'était assez sympa. Alors sur la vidéo, ça rend pas très bien parce que les GoPro, ils ont tendance à faire comme si c'était très loin, mais en réalité, pas tant que ça. Mais bon, c'est vrai que c'est des expériences qu'on a ou qu'on peut avoir en s'enrichissant au travers de ces expériences-là. Exactement. Donc du coup, si on veut venir voler à air découverte, comment on doit s'y prendre ? Alors, il y a deux moyens. Donc, sur Google, donc je suis présent sur Google, j'ai une page professionnelle Google, donc Air Découverte. Il y a mon numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous. Voilà, il ne faut pas hésiter à appeler. Tout besoin d'informations, toute demande, n'hésitez pas à appeler. Je suis présent également sur Facebook, donc la page Facebook s'appelle Air Découverte. Voilà. Réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Voilà. De toute façon, on mettra tout ça dans les commentaires de la vidéo de manière à ce que vous puissiez retrouver ces informations-là. Voilà. Et puis nous, on va aller faire un tour en vol. Tout à fait. Histoire de vous montrer un petit peu le milieu et les différents paysages qu'on peut avoir ici. Exactement. Et on se retrouve à la fin de ce vol pour se dire au revoir. Ça marche.
les amis, petit vol de présentation pour notre ami Dorian de Air Découverte. Donc merci à toi. Avec grand plaisir, merci à toi Mika. Et puis pour nous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.